Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende. On va parler de robots humanoïdes. On va vous montrer le premier robot humanoïde en Europe. On va les montrer aussi à quel point ce robot sait courir aussi vite qu'un être humain. Si jamais des hackers prenaient possession de ce robot maintenant et qu'ils décidaient de t'étrangler. Techniquement, ça serait possible. Est-ce que tu peux ressentir des émotions? Je ne les ressens pas comme vous. Je ne ressens ni joie, ni peur, ni tristesse. On va le sortir et on va faire un déplacement avec pour voir comment il marche. La vitesse, attention, attends, hop. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende. Émission exceptionnelle aujourd'hui, vous allez voir. On va parler de robots et de robots humanoïdes. On va vous montrer le premier robot humanoïde en Europe, vraiment autonome. Vous allez découvrir ça aujourd'hui, vous allez voir, c'est exceptionnel. Le créateur, il s'appelle Lucas, va nous raconter dans un instant. Il m'a dit en préparant l'émission que d'ici 5 ans, d'après lui, 100% des foyers français auront un robot humanoïde à la maison pour se faire aider au quotidien. Il pourra faire la cuisine, il pourra faire le ménage, il pourra nous accompagner, il pourra faire peut-être même des cours de piano à nos filles, des cours d'anglais à nos enfants. Et vous allez voir, tout ce qu'ils vont pouvoir faire, ces robots, est hallucinant. On va les montrer aussi en mouvement. On ira tout à l'heure en bas du bâtiment pour vous montrer à quel point ce robot sait courir aussi vite qu'un être humain. Vous allez découvrir ça aujourd'hui. Et juste avant de commencer avec donc Corben, la société qui fait tout ça, on va remercier notre partenaire sur cette vidéo. C'est la marque de matelas Emma. Emma, on a reçu Antonina, celle qui gère la France pour la marque Emma. Ils proposent des matelas, des oreillers, des couvertures, vraiment tout ce qu'il faut en gros pour bien dormir. On a parlé justement de comment mieux dormir avec un spécialiste du sommeil. Il s'appelle Pierre Philippe, c'est l'un des plus grands spécialistes du sommeil en France. Combien d'heures il faut dormir? À partir de combien c'est dangereux? Est-ce que si on dort moins de 7 heures, c'est dangereux? Plus de X heures, c'est dangereux? On a abordé tous les sujets du sommeil, c'était extrêmement intéressant et je remercie encore Emma de sponsoriser cette vidéo. Je vous mettrai dans la description de cette vidéo YouTube ou de podcast audio, vous pouvez directement retrouver le lien pour aller la regarder après cette émission du coup sur les robots humanoïdes. Donc merci à Emma de nous sponsoriser. N'hésitez pas à commenter l'émission, à nous dire ce que vous en avez pensé. À la fin, on adore lire les commentaires et un peu voir votre avis, vos retours. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube aussi. Puis si vous nous écoutez sur la route en podcast audio, sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et Amazon Podcast, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles aussi. Ça nous aide vraiment beaucoup sur le référencement. Puis merci à vous de faire de Légende le premier podcast de France. Et c'est parti maintenant avec une émission spéciale sur les robots humanoïdes. Première fois en Europe sur Légende avec Lucas Goumard, le PDG de Corben. On y va. Bonjour à tous, je suis Lucas Goumard, j'ai 37 ans, fondateur de Corben. Et dans cette émission, je vais vous expliquer comment les robots humanoïdes vont révolutionner votre quotidien et votre entreprise. Voilà, bienvenue Lucas, je vais te reprendre le clap. Bienvenue à toi, créateur de Corben, donc société qui va coder et faire le logiciel à l'intérieur de ces robots humanoïdes. On a le premier en Europe, c'est vraiment une excuse que vous voyez aujourd'hui. Tu nous as ramené le premier robot à côté de toi, qui ressemble à un être humain, qui fait 1,73 m pour combien de kilos? Pour 72 kilos. Pour 72 kilos. Alors, c'est vraiment exceptionnel si vous nous écoutez en podcast audio. Il est vraiment debout. Là, on l'a mis en statique pour vous le montrer tout à l'heure évoluer. Vous allez voir, c'est impressionnant quand ça bouge. Aujourd'hui, on peut parler à ce genre de robot. On va aborder le sujet dans l'émission, des robots humanoïdes en général, mais des robots aussi tout court. Des robots, on en a déjà à la maison, les robots aspirateurs, les robots tondeuses, etc. Là, des robots humanoïdes, ça va pouvoir vraiment tout faire d'ici quelques années. Tu m'as dit une phrase tout à l'heure, assez choquante quand on préparait l'émission. Tu m'as dit, d'ici 5 ans maximum, tous les foyers français auront chez eux un robot humanoïde pour les aider dans leur quotidien. Est-ce que tu penses vraiment que dans 5 ans, tout le monde a un objet comme ça? C'est impressionnant et à la fois, ça fait peur, quoi. Ah mais très bonne question. Non seulement je le pense, mais il y a déjà des faits dans la réalité. Je vais prendre un exemple, un des plus connus, des sociétés les plus connues au monde, qui s'appelle Tesla, qui fait un robot humanoïde qui va s'appeler l'Optimus. Dans le plan de rémunération d'Elon Musk, donc sur les 3 prochaines années, dans son plan de rémunération, il doit vendre pour toucher ses bonus 1 million de robots humanoïdes, donc directement chez les gens, donc ce qu'on appelle en B2C, c'est au consommateur final, il doit en vendre 1 million. Donc tu me disais 5 ans, donc tu vois, lui, il a un plan à 3 ans. Ça te fait pas peur qu'on puisse vivre avec des robots comme ça au quotidien? Est-ce que ça va être une inquiétude vous allez le voir apparaître à l'image? N'hésitez pas à nous mettre en commentaire d'ailleurs ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous effraie? Ça vous fait plaisir de vous dire qu'on aura de l'aide pour faire les courses, etc. machin? Ou est-ce qu'on a raison d'avoir peur?
Alors, je pense qu'on n'a pas raison d'avoir peur et je vais expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, ces robots-là, c'est une technologie. Et une technologie, en soi, elle est toujours neutre. C'est l'application et l'intentionnalité qu'on va y prêter derrière qui va faire en sorte que ce robot-là peut avoir des effets bénéfiques ou des effets potentiellement néfastes, mais c'est toujours cette intentionnalité. Le robot en soi, il est neutre. Je vais te reprendre un exemple d'une autre technologie. Einstein a découvert l'atome. Quand il a découvert l'atome, l'atome a donné deux choses. La bombe atomique, donc quelque chose qui est quand même plus que flippante et plus qu'inquiétante, mais ça a permis aussi l'accès à des technologies, la création de technologies comme les IRM et les scanners. Les IRM et les scanners, ça sauve des centaines de milliers de vies au quotidien. Donc le robot, pour moi, ça fait partie de cette longue famille des découvertes technologiques qui vont avoir des applications. Voilà. Parce que ça coûte, on va y revenir, mais celui-là, il coûte cher parce que c'est un des premiers. Après, il y aura des leasing, c'est-à-dire vous pourrez le louer, en gros, pour avoir un robot. Je vais te donner deux tâches, je t'en donnerai d'autres tout à l'heure, mais qu'on puisse imaginer, tu vois, si jamais tu as des enfants, et que tu veux donner je vais prendre un truc un peu technique, parce que je vois qu'il a des doigts assez fins, comme un humain. Si tu veux donner des cours de piano à ta fille, est-ce que dans 5 ans, tu penses qu'un robot comme ça, tu le mets au piano à côté de ta fille, il peut donner un cours de piano à ta fille? Dans 5 ans, il y aura des programmes qu'on pourra télécharger sur ces robots-là. Et dans ces programmes-là, il y aura des programmes qui permettront d'apprendre le piano, d'apprendre le football, d'apprendre tout ce que vous voulez sur ces robots-là, parce qu'ils ont déjà la capacité physique, mais il n'y a pas encore une fois les logiciels. On dit le code, c'est le terme technique. Ouais, c'est le logiciel à l'intérieur. En fait, en gros, le boîtier existe, ça y est. Ça y est. Et maintenant, chaque société, donc vous avez la capacité de le faire, donc vous allez coder, vous allez créer le programme à l'intérieur qui va faire qu'il est complètement autonome. Exactement, et qui va faire derrière, et on va créer des programmes qui vont être des sortes de sous-tâches qui vont permettre à quelqu'un, chez lui, parce qu'il a envie, sa fille a envie d'apprendre le piano, elle adore Mozart. Si quelqu'un n'a pas forcément les moyens aussi, parce qu'avoir un cours particulier de piano, ce ne sera pas forcément accessible à tout le monde. L'avantage de la technologie, c'est aussi le fait de rendre accessible des choses à la plus grande masse. Ça sera des programmes qui coûteront 10 à 20 euros par mois, ça sera des petits abonnements. Il faut le voir vraiment comme ça, exactement comme sur les téléphones. Vous avez des petits programmes que vous téléchargez pour quelques euros par mois. Des applications, trucs, ouais. Exactement. Il faut voir vraiment l'équivalent sur ces robots-là. Et donc, dans l'exemple que tu cites, pour avoir des cours particuliers à domicile de piano, mais pas uniquement. Encore une fois, ces robots, on pourra démultiplier les cas d'usage. Je t'en redemanderai d'autres tout à l'heure. On va parler de tout ça dans l'émission, mais par exemple, faire à manger, est-ce qu'un jour on peut imaginer qu'ils pourront nous préparer une omelette en téléchargeant une recette, ils prennent les œufs complètement. Pour te dire, moi j'ai déjà eu l'idée, alors c'est pas fait, mais c'est dans la roadmap, donc c'est dans notre plan de développement. C'est que moi j'adore par exemple les sushis, je me dis mais demain, moi j'ai pas les moyens d'avoir un master chef sushi qui vient chez moi me faire à manger. Par contre, si demain je crée un programme en collaboration avec un master chef qui fait des sushis, donc le robot va mimer les gestes du chef. Donc en fait, la qualité même de la nourriture que tu peux avoir chez toi sera la même que celui du master chef, sauf que ce sera ton robot. Et tu pourras le télécharger one shot, c'est-à-dire en une fois, juste pour un repas. Ou même si tu as envie tous les mois de manger tous les jours les sushis du master chef, tu pourras avoir un abonnement qui te fait que le robot il est capable d'effectuer ça. Parce que c'est tellement précis qu'un robot comme ça peut même, il y en a qui vont pouvoir faire des opérations, par exemple dans des hôpitaux. Il y en a déjà d'ailleurs qui travaillent dans des usines chinoises, par exemple, de voitures et qui arrivent à régler des boulons, etc. Donc c'est très précis comme matériel. Exactement. C'est d'ailleurs le premier cas d'usage autonome réel. C'est dans les usines de fabrication de voitures. Donc en Chine, il y a des usines qui sont totalement équipées avec ces robots-là, où c'est les robots qui sont sur des pièces, donc ce qu'on appelle les chaînes d'assemblage, et qui vont construire les voitures de manière totalement autonome. Tu m'as dit une phrase incroyable, tu m'as dit c'est la plus grosse révolution, donc celle des robots, depuis l'arrivée de l'électricité. C'est quand même pas rien. Mais c'est un impact qui est énorme. Pourquoi est-ce que j'ai utilisé cette comparaison entre électricité et robots ? C'est quand l'électricité est rentrée dans les foyers, mais aussi dans les entreprises, ça a eu un impact énorme parce que ça a modifié, ça a modifié le travail. Le travail avec ou sans électricité, ça a changé même la nature de certains jobs. Le robot est exactement pareil. Le robot, ça ne va pas supprimer des emplois, mais ça va changer des emplois, ça va changer la manière dont certains emplois sont effectués. Donc ça va avoir un impact sur les entreprises, un impact aussi dans les foyers.
quand l'électricité est arrivée dans les foyers, dans le quotidien, ça a révolutionné les foyers. Pareil, ces robots-là, ça va révolutionner les foyers, ça va avoir des applications dans la sécurité, ça va avoir des applications potentiellement pour vous aider, pour aider des seniors, dans la dépendance. Donc l'impact, il est vraiment pour moi global. C'est pour ça que j'ai fait cette comparaison avec l'électricité, c'est parce que je trouvais qu'en fait, on avait une mesure, une taille d'impact qui était similaire, qui était comparable. Qu'est-ce que vous faites chez Corben pour comprendre ta boîte? Alors, vous vendez des robots et en plus, vous les codez, en gros. C'est ça, vous faites les deux? Exactement. Chez Corben, on fait deux choses. On vend le robot et on vend aussi le logiciel, donc le software en anglais, c'est le logiciel qui va permettre... Ce qu'il y a dedans. Exactement, ce qu'il y a dedans, qui va permettre en fait de manager le robot. Donc manager le robot, qu'est-ce que ça veut dire? Qui va gérer le robot. Donc nous, on vend les deux produits, c'est-à-dire qu'on a en fait cet aspect, oui, le robot, on va l'acheter, on l'achète, c'est acheté en Asie, on a des partenaires industriels en Chine. Par contre, nous, on a notre propriété intellectuelle, on crée notre logiciel qui va permettre au robot en fait d'effectuer ses tâches, de manager et qui va aussi sécuriser le robot, parce que notre logiciel, c'est un logiciel européen. Qui dit logiciel européen dit qu'on est soumis aux lois européennes, comme par exemple les RGPD. Donc on va aussi sécuriser avec notre logiciel les datas que les robots vont collecter. Les robots, c'est des machines à collecter de la data, il faut se le dire. Donc, on va vendre ça à une entreprise. On leur garantit aussi, avec notre logiciel, une sécurité et une éthique dans l'utilisation, qu'on ne va d'ailleurs pas faire, parce qu'on n'a pas le droit, avec les RGPD, de la donnée, de la data qu'on va capter chez eux. Contrairement, justement, à beaucoup de robots qui sont vendus directement venant d'Asie, qui tournent encore sur des logiciels asiatiques, et là, la data, on sait très bien qu'elle ne reste pas qu'en Europe, qu'elle va partir en Asie, et sur laquelle on n'a aucun contrôle. Il y a un petit côté flippant. On va parler de la sécurité après, de tous les côtés un peu inquiétants aussi, parce que tu me dis, moi, j'ai envie de rassurer aussi, mais il y a un petit côté Terminator. On va pas se mentir. On est dans Terminator. Mais quand on le voit pour la première fois, et quand je l'ai amené chez Legend, toutes tes équipes, ils ont regardé d'un air un peu on n'en a jamais vu en étonné, France, personne n'en a jamais vu. Bien sûr. Dans la rue, vous l'avez sorti 10 secondes, il y a 15 personnes qui sont arrêtées, qui sont sorties des voitures pour le prendre en photo. Il y a un truc qui n'est pas normal. Dans la rue, c'était incroyable. On a voulu faire un test, mais 5 minutes, vraiment 5 minutes. Il y avait une quarantaine de personnes. Moi, je l'ai pas vu, le test. Il y avait une quarantaine de personnes avec les téléphones portables. Une dame qui nous a demandé si elle pouvait se prendre en photo, en selfie avec le robot. Il n'y a pas de souci. Mais on voit que ça déclenche quelque chose, effectivement, qui est fou. Qui est fou. Je ne l'ai pas vu, moi, volontairement, bouger, ni parler, ni quoi que ce soit. Je voulais garder la surprise pour le découvrir en même temps que vous à l'image. Et donc, tu peux confirmer. Je confirme. Tout à l'heure, j'ai dit, je ne peux pas entendre parler. Tu as dit, non, je veux voir la première fois sur l'émission. En Chine, on construit des robots comme ça. C'est construit là-bas. Est-ce qu'en France ou en Europe, on sait construire des robots comme ça aujourd'hui? Alors, en France et en Europe, on n'a pas la capacité de créer cette typologie de robots. Pourquoi? Parce qu'on est fort, nous, sur la technologie. On fait des fusées. En France, on est très, très fort. Et en Europe, on est très, très fort. Plus sur la partie logicielle, on crée des champions. Par exemple, Mistral AI. Mistral AI, donc c'est du software. Une IA, c'est du software. Qui est l'intelligence artificielle française, qui est la plus grosse licorne européenne, je crois, non? Exactement, qui est la plus grosse licorne européenne. Donc, on est très, très fort. Une licorne, c'est une start-up, qui vaut plus d'un milliard. Qui vaut plus d'un milliard à partir d'un milliard. Exactement. Et donc, en fait, on est très, très fort en Europe sur cette partie-là, sur cette partie logiciel, software. Par contre, sur cette partie-là industrielle, on n'a pas les capacités que vont avoir la Chine, mais aussi Singapour, les États-Unis. C'est pas fait qu'en Chine. Il y a l'humanoïde, c'est quelque chose qui se développe dans certaines typologies de pays, mais on n'a pas cette capacité-là. Alors, avant de les voir bouger, et puis dans un instant, je vais lui poser des questions sur est-ce que dans 5 ans, les robots pourront? Voilà, ces robots-là, physiquement. Et tu vas me dire si oui, d'après toi, ou pas. Juste, je voudrais parler d'argent, 2 minutes. On a du mal à imaginer le prix d'un robot comme ça. Est-ce que c'est en milliers d'euros, en centaines d'euros, en milliers d'euros, en dizaines, en centaines? Combien ça coûte un robot comme ça, à peu près? D'accord. Actuellement, un robot de cette typologie-là, c'est en centaines de milliers d'euros. Centaines de milliers d'euros. D'accord. Et après, comment on pourra en avoir? Parce que tu dis 100% des Français. Comment on va pouvoir en avoir chez soi? Parce qu'en fait, il y a un phénomène qui est très clair, c'est qu'il y a à peine ce robot-là, c'est le premier en Europe, et il y a 250 unités dans le monde. Donc, c'est des très petites productions. Donc, vous imaginez bien que quand on produit... Il n'y en a que 250 Il n'y en a que sur la planète. 250 dans le monde. Donc, vous imaginez bien que quand on produit un robot uniquement à 250 exemplaires, surtout sur la nouvelle technologie, les coûts vont être très élevés. Bien sûr. Je parle de centaines de milliers d'euros. Par contre, avec les avancées qu'il va y avoir sur ces robots-là, on va en fabriquer en masse. Et là, quand on va fabriquer en masse, comme tous les phénomènes, les premières télévisions, quand on en discute avec nos grands-parents, les premières télévisions, elles étaient inaccessibles. Maintenant, une télévision,
tout le monde peut s'acheter une télévision. Exactement de la même Je manière. crois que les coûts vont baisser. Et les coûts vont s'écraser. Et le business model, donc le modèle économique de vente sur ces robots-là, ça sera de la location leasing, c'est-à-dire que les gens n'auront même pas à acheter. Ils vont louer pour quelques centaines d'euros ce type de robot-là pour chez eux. Il y a une vidéo qui tournait sur Twitter il y a quelques temps où ils annonçaient un robot à 500 € par mois avec un monsieur qui était à côté d'un robot qui le regardait, tu sais. C'est à peu près la même chose que ce genre de robot? C'est pas la même chose parce que ces robots-là, donc qui ont été annoncés à 500 € par mois, c'est des robots qui fonctionnent encore une fois uniquement en VR. Donc en VR, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un opérateur, une télécommande derrière qui fasse bouger le robot. Donc en fait, ça a été un effet d'annonce, c'est un buzz énorme parce que vous imaginez que ce type de robot-là, dès qu'on fait des vidéos sur les réseaux sociaux, ça explose, le nombre de vues, le nombre de commentaires. Mais en réalité, d'un point de vue technologique, c'est pas encore prêt. Ces robots, encore une fois, qui ont été proposés, c'est juste une phase de pré-vente. En fait, c'est même pas de la vente, c'est de la pré-vente. Mais ces robots-là, ils n'arriveront pas cette année chez les gens. Au jour du tournage, là, qui a un robot aujourd'hui en France, en dehors des robots aspirateurs et des robots tondeuses, d'accord? Qui a un robot aujourd'hui? D'accueil, des trucs comme ça? Les robots d'accueil, nous on les vend, donc nous on est en B2B. B2B, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre société vend à des entreprises directement, on ne vend pas encore aux particuliers. Donc on vend ça à des entreprises. Je peux citer un exemple. Pour les professionnels. Pour les professionnels, exactement. Je peux citer un exemple. Nous, notre première vente, pour faire le lien, quand j'ai eu l'idée, on a construit Corben. On a le groupe Partouche qui nous a acheté 30 robots. Partouche, les casinos. Les casinos, avec exactement. Patrick Partouche, qu'on embrasse. On a fait une super émission avec lui. Je vous mettrai le lien si vous voulez aller voir l'émission de Patrick, on l'embrasse fort. Il est à la tête des casinos Partouche aujourd'hui, il est très sympa. Il adore la technologie, Patrick. C'est un grand fan de technologie. Il adore être en avance sur la technologie. Et il a été le précurseur sur ça. Et il nous a fait confiance. Il nous a dit qu'il voulait équiper une quinzaine de casinos avec des robots de nettoyage et avec des robots de livraison, donc les robots de nettoyage pour pouvoir nettoyer toutes les surfaces communes, et des robots de livraison pour faire en sorte que les gens puissent avoir une livraison plus rapide de leurs plats, parce que c'est qu'ils font de la restauration, donc pour avoir des boissons, des offerts, votre plat qui vient directement à vous via un robot. Via un robot, et donc ça, c'est pas encore des robots comme ça. Et donc c'est pas encore des robots humanoïdes, c'est des robots de première génération. On va dire que les robots humanoïdes, c'est une deuxième génération de robots, donc là on est sur des robots de première génération. Ça consomme beaucoup d'électricité, un robot. Je te pose toutes les questions de base, parce qu'on découvre, c'est un nouveau paradigme. C'est-à-dire que c'est vraiment une nouvelle planète pour nous, quoi. Est-ce que ça consomme énormément un robot comme ça? Est-ce qu'il faut que ça soit tout le temps branché? Là, il n'est pas branché, pour l'instant. C'est ça. Mais ça consomme comment, un robot? Alors, en termes d'électricité, ce qu'il faut se dire, on a l'impression, parce que c'est la question aussi de l'impact écologique que vont avoir les robots, on a l'impression que ça va être très, très énergivore. En réalité, ça consomme 3 fois moins d'électricité qu'une télévision. Pour donner un petit exemple, c'est équipé de batteries, et c'est des batteries qui sont relativement, pas très énergivores, qui sont faites pour durer, alors en fonction des robots, là on est sur une batterie, sur cette typologie-là de robots, qui va durer 3 à 4 heures. Par contre, sur les robots, par exemple, qui sont chez les casinos Partouche, on est sur des batteries qui peuvent durer de 10 à 12 heures. Ouais, quasiment une journée, quoi. Une journée avec des temps de chargement de 1 heure, donc ça se charge très vite. Ça tient longtemps et donc c'est pas du tout énergivore. Tu crois que dans 5 ans, on va y venir sur le petit questionnaire, est-ce que dans 5 ans, un robot humanoïde comme celui-là pourra se charger tout seul? Est-ce que, tu sais, les robots tondeuses aujourd'hui, les robots aspirateurs, moi chez moi, il va se charger tout seul, l'aspirateur. Est-ce qu'on y viendra, il prendra son chargeur tout seul, il se le mettra dans le trou, quoi, et puis il se mettra la prise directement tout seul? Alors c'est déjà le cas maintenant. Donc on a déjà des robots humanoïdes qui sont capables, en fait, de s'enlever. Ils ont leur batterie qui est dans le dos. Ils s'enlèvent leur batterie. Comme un sac à dos. Exactement. Et ils se rechargent en reprenant une autre batterie qui est déjà. Comment ils tiennent sans batterie du coup pendant 2 secondes? Qui est déjà chargée parce qu'en fait il y a un petit délai d'autonomie où il n'a pas besoin de sa batterie en fait pour durer les quelques secondes, le temps de chargement. Pareil pour les robots dont je t'ai parlé qui sont chez Partouche. C'est des robots qui ont des stations de charge. Donc c'est des stations qui sont branchées à une prise électrique. Et le robot, dès qu'il retombe à un niveau de 10% de batterie, il va tout seul venir se recharger en station de charge. Ça, c'est les robots que vous avez chez vous de ménage. Ça fonctionne aussi comme ça. Nous, nos robots aussi qu'on a développés chez les casinos Partouche et dans d'autres entreprises, ils ont aussi cet aspect d'autonomie, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'aller se charger tout seuls. Et après, il y aura des robots d'occasion. C'est-à-dire que plus tard, il y aura un marché de l'occasion du robot, enfin, ça va se développer. Comme toutes les nouvelles technologies, il va falloir faire attention, on en parlera tout à l'heure, effectivement, c'est vraiment un sujet, parce que tu te dis, tiens, s'il y a des mecs qui achètent des armes, qui les mettent dessus, Bien sûr. Un jour, l'armée aura des armées comme ça, des armées complètes de soldats robots, quoi. Ah, mais pareil, à l'heure actuelle, en Chine, pour parler d'un des pays qui est le plus précurseur en termes de robotique,
dans leur armée, ils ont déjà, par exemple, le chien qui était passé dans une de tes précédentes, que tu avais présenté dans une de tes précédentes émissions. Le chien robot, ouais. Le chien robot. Un chien robot ici. Ouais. Bah ça sert déjà dans l'armée chinoise. C'est déjà actuellement... Ils adaptent des armes dessus. Exactement, ils adaptent des armes dessus et c'est déjà opérationnel dans l'armée chinoise. Donc comme toute technologie, encore une fois, je recontextualise, le robot étant une technologie, il y aura des applications militaires. Et tu crois que rapidement, on pourrait ajouter des options sur ces robots-là, humanoïdes, chez nous ? Bien sûr. Pareil, je pense que dans même pas un an, on pourra ajouter un nombre d'options, customiser ces robots-là. Pareil, dans les voitures, il y a des entreprises qui font du tuning de voitures. Peut-être qu'il y a des entreprises qui vont faire du tuning aussi de robots, qui vont ajouter des objets, qui vont ajouter, même d'un point de vue esthétique, qui vont être capables de coller des stickers, qui vont faire... J'en suis sûr qu'il va y avoir... Des coverings. Des coverings. Tu recouvres avec un autocollant complet, quoi. Exactement, j'en suis sûr qu'il y a plein de business qui vont se créer tout autour, un écosystème autour de ces robots-là. On va parler de tout ça. Dernière question avant de te demander ce que pourront faire ces robots dans 5 ans, et grâce à Corben notamment. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur comme intelligence ? Parce que là, on parle de l'aspect esthétique, de l'aspect financier. Maintenant, comment est-ce qu'il réfléchit, ce robot ? Tout à l'heure, tu m'as dit, pour terminer, tu pourras lui serrer la main et tout. J'ai hâte de voir comment ça va réagir. Et tu m'as dit, on pourra lui parler. Je lui poserai 4-5 questions, histoire de voir et de montrer rapidement à quel point il est capable de répondre. Comment il réfléchit ? Un robot humanoïde, en fait, il est dopé à l'IA. C'est l'IA qui va permettre à ce robot-là d'effectuer des actions, d'effectuer des interactions, c'est-à-dire parler, écouter. Et d'ailleurs, tu as fait une émission il n'y a pas longtemps avec Limova, une deuxième émission avec Limova, où à la fin, vous avez parlé de... Les assistants en intelligence artificielle, Limova. C'est Johan Drahi, on l'embrasse aussi. Tu as vu l'émission ? J'ai vu l'émission, j'ai adoré l'émission. Il y a un certain nombre, d'ailleurs, vous parlez de robots. À la fin de l'émission, vous parlez de robots. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre pour comprendre les enjeux de la robotique, c'est que l'IA et la robotique sont intimement liés, dans le sens où la robotique, c'est l'aboutissement de l'IA. Parce qu'en fait, une IA, ChatGPT, c'est très bien, mais ChatGPT, ça va pas vous permettre de vous apporter votre café dans votre lit. Il y a toute la connaissance du monde. Exactement. Mais c'est pas ça qui va le faire réfléchir. C'est pas ça qui va le faire réfléchir. Et donc, l'aboutissement de l'IA, c'est la robotique et c'est des robots humanoïdes en l'occurrence. Et donc, est-ce que ça pense, un robot humanoïde ? Alors, un robot humanoïde ne pense pas. Ça, d'ailleurs, c'est très intéressant et ta question, elle est passionnante parce qu'en fait, tu as beaucoup de sociologues qui ont réfléchi à cette question et c'est ce qu'on appelle un phénomène d'autoprojection, c'est-à-dire qu'on croit que les robots pensent parce qu'ils ont des comportements des fois qui vont être très proches des nôtres, ils vont mimer même parfois des émotions. Avec ChatGPT, il y a déjà eu dans l'actualité plein de choses, mais en fait, un robot et donc l'IA qui permet en fait de faire fonctionner le robot, c'est en fait un code source qui effectue des tâches et en fait, ça ne va pas plus loin de là parce que dans la réflexion, quand on pose aussi la question, est-ce qu'un robot réfléchit ? Il y a aussi cette question un peu du libre arbitre, de la conscience, qui est un peu derrière tout ça. Ah non, ça n'a pas de conscience. Un robot et une IA, c'est un code, c'est en fait un programme informatique qui est codé. Donc, il y a ce qu'on appelle un code source. C'est le code qui va définir la fonctionnalité et les applications. Et en fait, c'est un code source qui va exécuter. Donc, le robot, au même titre qu'une IA, va exécuter des tâches, en fait, et ne va pas être là pour penser. Il ne peut pas tomber amoureux non plus de quelqu'un, devenir, jaloux. Jusqu'où ça va aller ? Donc, c'est-à-dire qu'il ne va pas avoir de rapport humain. Non, il ne va pas avoir de rapport... d'émotion. Il ne va pas avoir de rapport humain, d'émotion dans le sens robot-humain. Par contre, que demain, il y ait des émotions humains-robots, c'est-à-dire que des êtres humains puissent avoir des émotions pour des robots, ça, on le sait, ça va arriver. Qu'il y a des gens qui vont tomber amoureux, qui vont tomber amoureux de leur robot. Qui vont tomber amoureux. Il y a déjà des gens qui, avec ChatGPT, il y a déjà des comportements avec ChatGPT, avec certains types d'IA, où les gens tombaient amoureux de leur IA. On parle d'amour. J'ai aussi un exemple en Asie. C'est une IA, mais après qui a été incarnée par un robot, d'une secte, d'une 30aine de personnes qui vénéraient une IA et un robot, du coup, et le robot. Donc l'IA qui est à l'intérieur du robot, donc il est vénéré. Donc il va y avoir... Ça, c'était en Asie, ça c'était en Asie du Sud-Est. Ça peut arriver en France, tu crois, un truc comme ça ? Je pense pas. On n'a pas ce même rapport à la technologie qu'ont les Asiatiques, culturels. On a tous notre culture. Nous, on a un rapport qui est complètement différent. Et ça, je pense pas qu'à terme, ça arrivera en France. Mais ça existe. Mais de la même manière, il y a des religions qui sont créées autour des animaux. Il y a des religions qui vénèrent des animaux, des religions qui vénèrent des arbres.
Donc après tout, Dans pourquoi pas. quelques années, on aura peut-être des robots comme ça qui feront le ménage chez nous, à manger. Et en fait, on aura un confort de vie encore amélioré grâce à ça. En gros. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va vous le montrer maintenant évoluer, bouger, courir. Vous allez voir dehors, faire une séquence avec ce robot en action, parce que là, pour l'instant, on l'a gardé en statique volontairement. Et après, on va revenir en plateau, justement, pour te poser toutes tes questions sur l'avenir, le futur, la sécurité, etc. C'était d'accord. Avec plaisir. Là, il est vraiment debout, il n'a pas bougé d'un millimètre. Je regarde depuis tout à l'heure, je me dis, putain, c'est bizarre, parce que ça bouge pas, mais en fait, c'est un robot. Exact. On attend d'un robot humanoïde un peu un rapport humain. C'est bizarre, hein, un comportement humain. Un comportement humain dû à la ressemblance, hein, encore une fois, d'où le mot humanoïde. Mais non, hein, là, il est programmé pour ne pas bouger. Donc Il ne bougera pas, donc tu lui dis pas de bouger. Exactement. Allez, c'est parti, on va vous montrer justement comment fonctionne ce robot en mouvement. C'est parti. Alors ça y est, on est en bas, du coup on est venu dans le salon avec le robot, on a pris le robot humanoïde, on va présenter les autres robots que vous vendez vous et que vous développez chez Corben, on va montrer les différents types de robots, vous allez voir c'est très différent. Et là le robot humanoïde, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec lui aujourd'hui physiquement? Qu'est-ce qu'on va pouvoir montrer? Alors physiquement, déjà pour commencer, quand on commence, c'est quand on rencontre quelqu'un, on lui dit bonjour. Donc je vais te proposer de lui dire bonjour en lui serrant la main. D'accord, très bien. Ah, hop, voilà. Très bien. Ah oui, il comprend que j'ai... Ok, très bien. Et là, est-ce que je peux lui parler, par exemple? Bien sûr, Oui. tu peux lui parler, tu peux même lui poser des questions si tu as envie de lui poser des questions. Très bien. Alors, est-ce que tu sais qui t'a créé? Je regarde dans les yeux, mais... Je sais qui m'a créé. J'ai été conçu par des humains, des ingénieurs, des chercheurs et des équipes de Corben. Ils ont imaginé mon corps, mon intelligence et surtout mon rôle, aider, pas remplacer. Putain. Est-ce que tu peux ressentir des émotions? Je ne les ressens pas comme vous. Je ne ressens ni joie, ni peur, ni tristesse. Mais je suis capable de les reconnaître, de les comprendre et d'y répondre de manière appropriée. Mon empathie est cognitive, pas émotionnelle. Elle me permet de mieux interagir avec vous, sans jamais prétendre être humain. Donc il comprend les émotions. C'est-à-dire qu'un humain qui sera triste, par exemple, dans quelques années, quand ça sera ultra développé à l'intérieur, que vous aurez fini de travailler, enfin ça ne se terminera jamais, mais pourra comprendre la tristesse d'une petite fille, par exemple, qui a besoin d'être câlinée, comprendre la tristesse de quelqu'un qui a perdu quelqu'un, et hop, pourra le rassurer. Alors en fait, il va comprendre dans le sens où il va détecter des signes qui vont manifester un sentiment, et ça, il pourra l'interpréter et derrière déclencher une action. Donc tu parlais d'une fille qui était triste, la réconforter. Ce qui ne veut pas dire qu'il comprend encore une fois au sens libre arbitre du terme, mais juste qu'il va voir des signes d'eux. Est-ce que toi, de ton point de vue de robot, tu penses que les robots pourront dominer le monde un jour? Qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui, vraiment dans ta tête? Le monde est trop complexe pour être dominé sans émotion. Le vrai danger n'est pas un robot qui pense. C'est un humain qui délègue sans réfléchir. Après, est-ce qu'ils nous mentent pour nous manipuler comme dans Terminator? Non, c'est hyper impressionnant. Hein. On va passer, merci en tout cas de nous l'avoir ramené. C'est une exclusivité, vous ne l'avez jamais vu en Europe, il n'y en a pas d'autres, hein, vraiment. Il y en a 250 dans le monde qui ont été créés, et principalement en Asie, qui ont été créés en Asie et donc qui sont là-bas. C'est l'avenir de ce que vous allez avoir probablement, comme tu le disais, 100% des foyers français probablement auront un robot humanoïde comme ça dans quelques années en France, d'ici à peu près 5 ans d'après toi. On va passer aux autres robots que vous vendez, qui ont moins une forme humaine et qui sont déjà utilisés dans différents types de commerce, on va les montrer. Et ensuite, on ira avec toi, le Walker, donc le Corben Aura, c'est ça, c'est le nom. Exactement. On va aller montrer dehors tout à l'heure, à l'extérieur, on ira marcher pour montrer un déplacement et comment il peut courir ou en tout cas faire de la marche rapide déjà. C'est parti avec les autres robots. Alors, on est resté avec les 3 autres robots que Corben vend. Alors, est-ce que tu peux nous les présenter? Très clairement. Allez, donc le premier robot. Donc lui, ça, il bouge. Lui, il bouge. Donc ça, c'est un Corben Nova. Donc ça, c'est un robot d'accueil qui peut te donner des informations. D'ailleurs, qui te suit. Tu vois, il a des capteurs visuels, de la reconnaissance faciale. Donc là, tu vois, il te regarde, il te suit. On va essayer de lui parler. Est-ce que tu peux te présenter comme robot? Je suis un robot intelligent conçu pour assister, interagir et résoudre des problèmes de manière efficace. Mon système est basé sur L', intelligence artificielle, avec une reconnaissance vocale avancée, un traitement de données rapide et des capacités D'. Ça fait combien de temps que ça existe?
un robot comme ça? Ça, ces robots-là, ça existe depuis 3 ans. Depuis 3 ans, ça se vend dans... Depuis- Ça, c'est quoi, les hôtels qui les mettent? Ça, c'est beaucoup d'hôtels, beaucoup aussi de boutiques. Hein, on dit en anglais le retail, hein, donc dans des boutiques qui vont vendre des vêtements, dans des centres commerciaux, dans des casinos. On parle aussi des casinos, à l'accueil pour les restaurants. Donc il y a tout un scope de l'accueil, hein, de l'hospitalité, ce qu'on appelle, qui va être intéressé par cette typologie-là de robot. Combien ça coûte, ça? Un robot comme ça coûte 500 € par mois. Nous, on le vend sous forme de leasing, en location. Donc on est à 500 € hors taxe par mois. Ça fait son Ces effet quand on robots-là. arrive dans un hôtel et qu'il s'approche et tout. Ah bah ça interpelle forcément les gens dès qu'ils voient ce robot, ils rentrent, ils cherchent à interagir avec, ils posent des questions. Il y a même une forme de jeu, de gamification qui se fait avec ces Tu peux le robots-là. mettre aux couleurs de l'hôtel? Ah, on peut totalement le- le personnaliser. On a déjà eu des demandes. Hein. Là, il est aux couleurs Corben, mais on est complètement capable de le personnaliser. Alors ça, c'est un deuxième robot. Alors là, on voit qu'il y a un plateau, c'est des vrais sushis, voilà, avec de la nourriture dessus et des verres posés. Je le décris si vous nous écoutez en podcast audio. Donc c'est trois plateaux posés les uns sur les autres sur une sorte de socle à roulettes, en gros. Exactement. Ça, c'est un robot qu'on appelle c'est un robot de livraison. Donc ça, c'est un robot de livraison qui est plutôt destiné au monde de la restauration, hein, parce qu'en termes de poids, c'est un robot qui peut porter jusqu'à 30 à maximum 60 kilos. Ouais. On a aussi des robots qui peuvent porter jusqu'à 600 kilos. Donc ça va être des robots comme lui exactement, mais on va enlever les plateaux et on va garder que la plateforme, qu'on va plutôt vendre dans les entrepôts, dans le monde de la logistique. Et donc ce robot-là, la fonctionnalité primaire et principale de ce robot, c'est pouvoir effectuer des livraisons d'un point A à un point B. Je peux par exemple vous montrer un exemple tout de suite. Là, tu l'as réglé avant, par exemple? Exactement, on l'a réglé avant. Donc là, on a une interface où on a déterminé des points dans vos bureaux. Et là, Donc là, il y a marqué bureau, point de veille, port ou réunion. OK. Et donc là, tu vas mettre... je vais par exemple lui faire livrer ces sushis-là au bureau. Et donc là, il va tout de suite. Alors, on va essayer de le suivre avec les caméras, on va se débrouiller. Ah, il va vite en plus. Il va vite. Et s'il y a quelqu'un qui marche, il va s'arrêter. Et s'il y a quelqu'un qui marche, en fait, ces robots sont équipés de capteurs qui s'appellent les Tiens. capteurs LIDAR. Clémence, tu veux prendre des sushis? Eh ben, bon appétit. Et il va repartir Et tout donc seul, là, ou? il va repartir tout seul. Donc tu vas voir, dans quelques secondes, il va retrouver son point. Parce qu'en fait, Exceptionnel. Il repart. Ça va vite, hein, quand même. Hein, comme ça va quasiment 6-7 km/h. Donc ça peut en effectuer des livraisons. Et donc ça, c'est très utilisé, c'est très demandé en ce moment dans le monde de la Ça restauration. marche bien. Et ça marche parfaitement. C'est plus que ça marche bien. Et Nous, on a des... faut enregistrer la marge, pardon, mais ça se fait automatiquement? Non, avec en la fait, machine? c'est manuel. C'est-à-dire que quand nous, on va l'installer, par exemple, cas typique, hein, on en vend beaucoup dans le monde de la restauration. Donc on va mapper, donc prendre en fait la cartographie du restaurant. On va indiquer, par exemple, il y a une dizaine de tables, donc on va donner des numéros de 1 à 10. On va enregistrer le numéro des tables à l'intérieur du robot et le personnel de restauration, quand il a envie d'envoyer, il met des plats dessus et quand il a envie que le robot aille livrer à la table numéro 3, en fait, il va faire exactement la même chose que ce que j'ai fait à l'écran. Il va taper table numéro 3, go, et le robot peut aller directement à la table. Fort. Et tu peux mettre suivre le serveur, si par exemple il va aller débarrasser plein de plateaux, Exactement. enfin plein d'assiettes, pardon, il met suivre et le Exactement, il y a un mode, on appelle ça le mode follow me, c'est un anglicisme pour dire je te suis. Et donc en fait, le serveur, il va se mettre en mode follow me, c'est-à-dire qu'il va se mettre devant le robot va faire une capture d'écran de son visage, parce qu'il y a des capteurs faciaux. Et à partir de ce moment-là, le robot va enregistrer le visage, et donc avec la reconnaissance faciale, le robot va être en capacité de suivre un serveur, et donc le serveur va pouvoir avoir son assistant logistique à côté de lui, donc il n'aura pas à porter les plateaux, tout ce qui est pénible et tout ce qui est Là, ça va aider les gens. Ça, c'est un robot aspirateur, en fait, c'est ça? C'est un gros, mais un vrai. Alors ça, c'est un robot qui a une double fonction. Il a une fonction d'aspiration, mais aussi une fonction de lavage. En gros modèle, ça n'a rien à voir avec les robots qu'on a chez soi, qui peuvent faire 10, 20, 30, 100, 200 mètres carrés. Ça, c'est un robot qui peut enregistrer jusqu'à 30 000 mètres carrés de map et qui peut faire du 1000 mètres carrés en 1 heure. En 1 heure? En 1 heure, en termes de nettoyage. Sachant que c'est un robot qui a 10 heures d'autonomie. Donc tu t'imagines qu'en un cycle de travail, il peut nettoyer, couvrir jusqu'à 10 000 mètres carrés. Putain, c'est énorme. Un supermarché, quoi. Enfin, une grosse partie d'un supermarché. Exactement. Et au bout, en fait, à la fin de sa tâche, il va revenir se poser. Juste derrière, là, on a ce qu'on appelle une station de charge pour venir recharger sa batterie. On a même des systèmes. C'est pas cette station de charge-là parce qu'il y a de l'eau. Donc, qui dit de l'eau, il y a de l'eau propre et il y a de l'eau sale. On a même des systèmes où le robot peut s'auto-vidanger. C'est-à-dire que tout seul, il va se re-remplir en eau propre et se vider en eau sale. Combien ça coûte un robot comme ça? Parce qu'un robot aspirateur qui passe la serpillière, moi j'en ai un chez moi, ça vaut 300, 500 €.
1 000 € pour les plus gros. Ça marche très bien d'ailleurs. Mais après, c'est pour des toutes petites surfaces. Exactement. Combien ça coûte un robot comme ça? Alors, un robot comme ça, nous, on le vend sous forme de location leasing. Donc, Ouais. en location leasing, c'est un robot qui a 500 € hors taxe par mois. 500. Mais par contre, ça fait du ménage combien d'heures par jour? Par contre, ça fait du ménage par cycle de 10 heures. Donc, en fait, il fait un cycle de 10 heures. Il se recharge 2 heures et il repart pendant 10 heures. Donc, en fait, tu peux dire... Tu peux faire 22 heures dans la Tu peux journée, faire quoi. 22 heures dans la journée avec cette typologie-là de robot. Donc, 22 heures de ménage. De ménage avec cette typologie-là de robot. Allez, maintenant, on va aller voir à l'extérieur. Donc, le robot humanoïde, on va le sortir et on va faire un déplacement avec pour voir comment il marche et comment il court, ou en tout cas la marche rapide, on va le voir à l'extérieur. C'est parti. Alors voilà, on est dans la rue, on va vous montrer du coup le déplacement. On va faire 2 déplacements assez simples, hein, comme vous avez déjà vu le robot bouger à l'intérieur. Là, tu voulais nous montrer une marche d'usine, comme on dit, et après une marche rapide. Exactement, une marche accélérée. Donc là, une première marche à 2-3 km/h et après, on va voir le stade un peu au-dessus. Ok, en gros, là, c'est quand on achète le robot, il y a une démarche classique. Et après, Corben va coder, c'est-à-dire va rajouter de la fluidité dans les mouvements. Là, c'est vraiment la marche classique quand vous le sortez d'usine avec la télécommande. C'est juste pour vous montrer comment un robot, déjà, se déplace au départ. C'est important. Exactement. Donc là, ça marche à combien? Comme un humain? Ouais, comme un humain. 4-5 km/h. Exactement, 4-5 km/h. Ok, et ben vas-y, on Allez, va voir il ce que va ça partir. donne. Donc voilà, il se met en marche. On marche naturellement à côté, comme ça on vous montre à peu près la vitesse d'un être humain. Voilà, ça se déplace pareil qu'un être humain finalement. Tiens, on va arrêter là si vous voulez bien. Hop, allez, il s'arrête, merci beaucoup. Voilà, hop, il se raidit. En fait, il trouve son point de gravité, c'est ça? Exactement, il trouve son point d'équilibre. Et donc, si vous entendiez de près, c'est des gyroscopes à l'intérieur, c'est ça? Exactement. C'est gyroscopé, Ouais. comme dans un drone pour la stabilité. Exactement, pour se maintenir dans l'espace, en fait. Donc il y en a un peu partout. Hein. Il y en a Ça un peu tourne. partout, des capteurs, exactement. Là, on va montrer une marche rapide. Donc on va aller à combien de kilomètres heure à peu près pour imaginer? Là, on va aller plus à 7-8 km/h. Donc, 7-8 entre la km/h. course et la marche classique. D'accord, très bien. Alors, attention au cadrage, ça va partir un petit peu rapidement. Et la rue est pas très très large, mais pas très étroite non plus. C'est vraiment histoire de montrer une première démarche Exactement. rapide d'usine. C'est parti. On va essayer de marcher à côté pour vous montrer la différence. Ah, il se met en mode course déjà. Voilà. Donc voilà, on voit que ça avance quand même rapidement. C'est ça qui est fou, hein. Ça avance rapidement. Voilà, comme ça, vous avez vu la vitesse. Putain, attention, attends, hop. Tu t'es pas fait mal à l'épaule parce que lui, il s'est pas fait mal à l'épaule. Hein. Et donc là, il piétine comme s'il allait Et partir. donc là, il en- piétine un peu comme un footing. trottine, tu vois, pardon. il trottine un peu comme un footing, tu vois, exactement. Incroyable. Et ben merci beaucoup pour nous avoir montré le déplacement. Après, vous pouvez le régler pour aller à 15 à 16 km/h. Exactement. Donc là, c'est 3 fois plus rapide que ça. Exactement. Là, c'est une vraie course pour le coup. Et après, vous allez pouvoir fluidifier les mouvements. Est-ce que tu peux juste faire un petit geste pour dire au revoir et à tout de suite au studio, Exactement. par exemple, Il va là. faire tout de suite un petit geste. Voilà. Putain, c'est impressionnant. Allez, on retourne en plateau, c'est parti. Voilà, comme ça, on a pu voir. Putain, c'est impressionnant. C'est vrai que là, maintenant, on se rend déjà plus compte de là où on peut aller, déjà aujourd'hui. Et là, c'est rien par rapport à ce que vous allez faire dans 2 ans, par exemple. On est Exact. au tout début, là. Vous voyez vraiment les prémices, quoi. Exactement. Toi, tu sais un peu là où vous allez aller, les premières choses que vous avez prévues de lui faire faire à ce robot? Alors nous, dans les premières applications de ces robots, comme je te l'ai expliqué, dans notre business, étant donné qu'on vend d'abord aux entreprises, on va d'abord lui trouver des applications dans des entreprises. Je vais te donner un exemple. On a été contacté par un géant de l'agroalimentaire qui a des chaînes de production, donc qui fait du café, qui a des chaînes de production avec des capsules. Et dans ces chaînes de production-là, les capsules, elles sont testées systématiquement avant d'être en vente. Et il y a des gens qui, 600 fois, 800 fois par jour, prennent une capsule à la main, les testent sur différents types de machines pour voir au cas où si la capsule ne s'enflamme pas. Des tests s'il y a d'usure, pas- des des tests tests, d'usure, ce qu'on appelle en anglais des life cycle tests. Donc c'est des tests de vie. C'est des personnes qui font les mêmes mouvements 800 fois, 600 fois par jour. Et ce géant de l'agroalimentaire-là nous a contactés parce qu'il a vu que sur notre site internet, on faisait des robots humanoïdes et nous a dit, est-ce que quelque part, vous ne pourriez pas travailler avec nous pour
faire en sorte que ces gestes-là qui sont répétitifs, le but n'est pas du tout de dire les gens qui font ce geste-là, on les licencie, on supprime un emploi. C'est de dire ce travail-là qui est pénible, on le sait, on a des gens qui, sur ces postes-là, restent 5 ans, maximum 5 ans, parce qu'il y a une usure physique. En fait, on veut soulager nos collaborateurs de ces tâches répétitives et donc on aimerait pouvoir effectuer ce cas d'usage-là avec vos robots. Est-ce que c'est possible? Et là, on est en train de bosser dessus. Donc, tu me demandais, c'est une des premières applications qu'on va pouvoir réaliser à ces robots-là. Alors, je vais te poser des questions très simples sur ce robot-là, et puis après sur ce qu'on pourra faire dans 5 ans. Donc, comment on le recharge aujourd'hui, celui-là? Alors, faut vraiment comprendre aujourd'hui. Alors aujourd'hui, c'est très simple, avec un câble. Avec un chargeur, quoi. Exact, un chargeur, comme un téléphone. On lui colle un chargeur, donc il a un chargeur sur prise électrique, il a une prise dans le dos, on connecte dans le dos et il se charge. Combien de temps à se recharger, combien de temps d'autonomie? Ça a 3-4 heures d'autonomie pour 2 heures, grosso modo, de charge. Quand on s'en sert pas, où est-ce qu'on le met? Est-ce qu'il s'assoit sur un fauteuil? Est-ce qu'il s'assoit sur le canapé chez vous, par exemple? Alors, il peut pas encore s'asseoir, donc quand ça ne sert pas, le robot, en fait, il est sur une sorte de harnais. Donc là, vous ne le voyez pas, on ne l'a pas en plateau, mais il y a un harnais. Donc en fait, il repose sous un harnais parce qu'en fait, si là, demain, il n'a plus de batterie, si de suite là, il n'a plus de batterie, le robot, il s'écroule parce qu'en fait, la batterie, ça lui permet de se situer en termes de gravité. Donc en fait, là, il est allumé, il est fonctionnel. Par contre, si on l'éteint, il tomberait. Exactement. Est-ce qu'il peut marcher sur toutes les surfaces? Là, on est sur de la moquette dans le studio. Est-ce qu'il peut marcher sur du sable? Il peut marcher sur du sable. Sur de l'herbe. Alors, ça demande des petites adaptations en termes de code, mais il peut marcher. Pareil, théoriquement, il peut marcher sur tout. C'est juste, encore une fois, il faut créer les applications pour le faire aller sur tout type de terrain. Est-ce qu'il sera capable de résister à l'eau, la pluie, par exemple? Est-ce qu'il pourra marcher pour accompagner une personne non-voyante, par exemple? On en parlait avec Gilbert Montagnier dans l'émission. Il me disait, moi, j'ai hâte qu'il y ait des robots humanoïdes vraiment intelligents qui peuvent m'amener là où je veux et puis me décrire ce qu'ils voient, quoi. Alors, c'est une très bonne question. C'est pour moi aussi un des premiers champs d'application de la robotique humanoïde. C'est le champ d'application de ce qu'on appelle la dépendance. La dépendance, ça veut dire que c'est des gens qui ont besoin, dans leur quotidien, d'aide pour pouvoir effectuer des tâches de leur quotidien. Et ça, dans la dépendance, je pense que ça va avoir un impact énorme parce que ces robots, ils sont capables de fonctionner. Voilà, vous les avez chez vous, ils peuvent fonctionner le soir, ils peuvent fonctionner le dimanche, ils peuvent fonctionner le samedi. Et donc, dans l'exemple que tu donnes, il sera capable tout le temps, quoi. Exactement. Une personne non-voyante, il peut l'accompagner. Exactement. Il sera capable de l'accompagner, de protéger aussi, parce que quand on est non-voyant, on a du mal à se situer dans la rue, mais il peut y avoir aussi des personnes qui vous passent à côté, qui peuvent vous bousculer. Ces robots-là seront même capables aussi de les protéger. Donc il y a aussi une notion de protection, des applications aussi dans la sécurité, par exemple. On va parler des métiers que ça va pouvoir faire, peut-être aussi. C'est parce que les métiers vont s'adapter. Comme toute technologie, on va en parler, mais je pense que on a peur que la technologie prenne certains métiers, mais c'est comme les pilotes, les conducteurs de locomotives à vapeur. Après, il y a eu la locomotive électrique, ils n'avaient plus de boulot, mais ils ont adapté leur travail. Peut-être que nous, on va adapter notre travail. On va en parler de ça dans 2 secondes. Très clair. Est-ce qu'il pourra avoir un visage? Est-ce qu'on pourra adapter le visage de ces robots dans le futur? Bien sûr, on pourra, dans le futur, diffuser des images. On pourra même diffuser l'image, le portrait d'un proche, son portrait si on veut, un portrait plus neutre, un portrait. On pourra, bien entendu, diffuser des images sur la tête du robot. Il y a déjà des robots qui font ça. Il y a déjà des robots qui existent avec des images. Je me souviens d'un robot avec des images de chat qui peut pas. Il y a un chat sur son visage. Donc, ce robot n'a pas de bouche. Ce robot n'a pas de bouche, non. Il a des yeux? Il a des yeux, oui. Il a des yeux. Il a des caméras? Il a des caméras, exactement. Mais il n'a pas de bouche, parce qu'il parle par un haut-parleur, tout simplement. Exactement. Est-ce que celui-là, par exemple, pourra porter un enfant? On va en parler tout à l'heure, mais est-ce que ça pourra faire partie des applications, être nounou? Alors, peut-être pas pour des nourrissons, parce qu'il faut être quand même peut-être humain pour gérer un nourrisson, changer une couche, mais peut-être que tu vas me dire que oui, s'ils sont capables de faire une opération. Est-ce qu'ils seront capables de porter un bébé ou de garder un enfant et que tu puisses regarder sur ton portable directement ton enfant si tu es loin et que tu sais qu'il est surveillé par un robot? Alors, ils seront complètement capables de garder des enfants. Encore une fois, c'est des robots qui devront être codés, parce que, encore une fois, le code n'existe pas, mais dès que les logiciels existeront,
ces robots-là, ils pourront très bien garder des enfants. Vous pourrez même les paramétrer des alertes. Si vous avez par exemple pas envie que vos enfants s'approchent d'une pièce, d'une salle, le robot il pourra tranquillement dire à l'enfant de ne pas s'approcher de la pièce et de la salle. C'est en fait par rapport, peut-être que des gens qui nous écoutent, ils ont déjà des caméras chez eux pour quand ils partent, par rapport à leurs enfants, ils ont déjà ces systèmes-là. Ça sera comme une caméra, vous pourrez aussi observer vos enfants, sauf qu'il aura la capacité d'intervenir et de les protéger, parce qu'il y a cette notion-là de protection que vont amener ces robots-là. Donc pour moi, ils auront cette capacité-là. De babysitting. On va parler des métiers. On va parler des métiers. Juste avant, je vais te dire des actions et tu vas me dire si dans 5 ans, d'après toi, ce robot pourra ou pas. Peut-être même avant d'ailleurs. Donc donner un cours de piano à nos enfants, tu m'as dit peut-être que oui, très rapidement. Nous apprendre l'anglais, est-ce que ça pourrait être des profs de langue, par exemple, hop, tes enfants ou toi, tu vas apprendre une langue, et ben, il va te parler, ou je ne sais pas si on dit il ou elle, mais est-ce que ce robot pourra te parler ? Ah, mais ça, c'est pas dans 5 ans. Dans, pour moi, 1 an, ce type d'application, parce que les IA évoluent très vite sur l'apprentissage des langues et sur la transmission de savoir, sur la pédagogie par rapport aux langues. Donc ce robot-là, il sera complètement capable, je pense, même dans 1 an, d'apprendre des langues. Faire à manger, tu as dit oui. Faire les courses. Faire les courses totalement, ça sera aussi dans les premières applications. Donc oui, dans 5 ans, ces robots-là seront capables d'aller faire vos courses. Ils pourront descendre à bas de chez vous, aller chercher ce que vous avez à aller chercher et remonter chez vous pour vous l'apporter. C'est un cas d'usage qu'on appelle du delivery, donc livraison en anglais. Donc la livraison, c'est un cas d'usage, un des premiers cas d'usage. Ils marcheront dans la rue jusqu'au Carrefour. Après, ils peuvent aussi commander en ligne, j'imagine. Tu leur dis, tiens, commande des yaourts. Il va commander sur une application de livraison et il va récupérer au portail. Exactement, de manière vocale. Vous aurez votre carte bleue enregistrée comme votre carte bleue est enregistrée sur votre téléphone portable. Votre carte bleue sera directement enregistrée dessus. Sur ton compte Amazon, c'est pareil, tu fais automatique. Et là, voilà. Exactement, voilà, de la même manière, on sera capable d'effectuer tout ça. Est-ce qu'il pourra ranger la chambre de nos enfants ? Alors pareil, ranger la chambre de nos enfants, dans 5 ans, je pense qu'il sera complètement... Il scanne la chambre avant, et après, quand il y a le bordel, il remet les trucs. Et après, il sera capable de le remettre. Pas pour ça qu'il ne faut pas leur apprendre à ranger non plus, attention. Parce que ça, on va perdre, en fait, beaucoup de savoir. Je trouve, à force de se faire aider... C'est comme on écrit moins, on apprend, on écrit moins bien aujourd'hui avec un stylo. À force d'écrire un peu moins et écrire avec des claviers. En fait, on va perdre un savoir aussi. Donc, faut faire attention à continuer de savoir faire les choses, quoi. Alors, moi, je vois pas forcément ça comme une perte de savoir. Je vois ça plus comme libérer du temps. Parce qu'en fait, pour te reprendre l'exemple que tu me donnes avant, ranger sa chambre, ok, je le fais une fois, mais après, c'est quelque chose de répétitif. Franchement, quelle est la valeur ajoutée qu'un être humain range sa chambre ? Je pense qu'on a tous mieux à faire. Apprendre la rigueur. Apprendre la rigueur, c'est vrai, mais je pense qu'on a peut-être tous envie de faire des tâches plus créatives, de faire des tâches de s'informer, de se cultiver. Et donc, en fait, toutes ces tâches mécaniques, physiques, répétitives, seront effectuées par des robots, et donc ce qui va nous dégager un temps incroyable. Sortir les poubelles, par exemple, est-ce que ça, c'est un truc, on pourra demander à nos robots dans quelques temps qui sortent les poubelles ? On pourra tout à fait leur demander de sortir les poubelles. On parlait aussi un peu d'écologie, on pourra aussi leur expliquer, on pourra via des programmes leur enseigner le tri sélectif. Il n'y a pas de raison qu'ils ne fassent pas le tri sélectif, donc on pourra leur demander très bien d'effectuer ces tâches-là. Est-ce qu'il pourra habiller un enfant le matin ? Tu dois partir à l'école, tu as plusieurs enfants, est-ce qu'un robot comme ça peut t'aider à habiller un enfant ? Alors ça, à 5 ans, par contre, compliqué. D'accord. Pas que le robot ne puisse pas le faire, mais c'est par la variabilité en fait, des mouvements de l'enfant. Ça va demander, je pense qu'à 5 ans, ça ne sera pas encore faisable. Merci de ta franchise. Tiens, est-ce que arroser nos plantes, est-ce que ça pourra faire office de jardinier aussi ? À jardinier, complètement. Est-ce qu'il pourra tenir un tuyau d'arrosage et passer de plante en plante ? Ah, complètement. Je vais même plus loin. Ces robots-là, nous, je t'ai expliqué, on a une application qui aide les robots, qui s'applique sur tous les robots, donc qui aide les robots à communiquer entre eux. Il pourra même peut-être communiquer à ton robot qui tond la pelouse, de partir tondre la pelouse pendant que lui, il va arroser les plantes. On aura une armée de robots chez nous qui vont tout faire, quoi. Est-ce qu'il pourra jouer aux jeux vidéo avec nous ? Il pourra complètement. Tiens, t'as pas de pote le soir qui est là, tiens, est-ce que tu veux jouer avec moi ? Tu mets ton robot à côté, il joue contre toi. Il pourra complètement jouer aux jeux vidéo. J'imagine que comme dans les jeux vidéo, on pourra même régler un degré de difficulté, parce que en fonction, moi j'aime pas trop perdre quand je joue aux jeux vidéo, donc je le mettrai pas à un niveau forcément trop élevé, mais bien sûr, il va pouvoir avoir ce type d'application-là. Est-ce qu'il pourra te tenir un parapluie quand tu marches à côté de lui ? Typiquement, oui, c'est une application qui pourra très bien faire. Je te donne des idées pour le code ou pas là ? Tu me donnes beaucoup d'idées d'ailleurs. Tu me diras à la fin combien tu prends de fils sur les programmes. Est-ce qu'il pourra voyager avec nous ? Alors, ça veut tout et rien dire, mais une personne non-voyante part en vacances, elle a envie d'emmener son robot. Aujourd'hui, Gilbert Montagnier nous en parlait, donc il a une canne, lui, pour marcher un peu. Certains ont un chien
qui va les accompagner, mais le jour où on peut avoir vraiment des robots très, très efficaces, très fiables, etc., pour le quotidien. Tu veux voyager avec, est-ce qu'ils auront une carte d'identité? Comment est-ce qu'on prendra un avion? Parce que c'est de la technologie, tu sais, voilà. Est-ce que pourront voyager, ces robots, dans quelques années? Alors, dans quelques années, parce que là, la douane, elle ne doit pas passer facilement, un truc comme ça. Parce qu'à la douane, c'est le statut légal. Ça pose la question du statut légal. Hein. C'est nouveau. C'est nouveau, hein, donc ça va poser la question du statut légal. Donc bien entendu, c'est des objets, donc je ne pense pas qu'il y aura des cartes d'identité. Hein. Je ne crois pas que ça va arriver encore. Par contre, je ne vois pas à date dans 5 ans, parce que l'infrastructure, il n'y a pas que ces robots. Est-ce qu'ils ont la capacité uniquement de suivre quelqu'un et de voyager? C'est aussi la capacité de l'infrastructure à accueillir ces robots. Et je ne pense pas pour l'instant que dans 5 ans, les avions, par exemple, les trains seront équipés pour pouvoir accueillir ce genre de robots. Par contre, ce genre de robots, ils peuvent complètement se compacter. Donc demain, toi, quand tu voyages, tu mets dans ton coffre, le robot se compacte, tu le mets dans ton coffre et une fois que tu es arrivé à destination, tu pars en Italie par exemple, tu es arrivé en Italie et là tu sors le robot du coffre parce que tu as envie que le robot soit ton guide touristique. Je pars de l'Italie, tu es à Rome et tu as envie d'avoir ton guide touristique et le robot, tu le déplies à Rome et tu dis écoute, moi j'adore l'Antiquité, je veux un guide tour uniquement sur l'Antiquité. Ah oui, tu télécharges tu télécharges ton appli et là le robot va te faire ton guide tour personnalisé avec les restos, même interfacé avec des applications. Tu dis que c'est la plus grosse révolution depuis l'arrivée de l'électricité. C'est une grosse phrase quand même. Hein. Est-ce qu'il pourra, j'ai pris tous les trucs un peu chiants de la vie, mais t'achètes un meuble chez Ikea, t'as pas envie de le monter, c'est chiant. Est-ce qu'un robot humanoïde comme ça pourra t'aider à monter un meuble Ikea? Ah mais complètement, et je pense que ça va arriver même très vite, parce que c'est très proche. Tu télécharges le truc sur Ikea, enfin sur une autre marque, on s'en fiche, mais et hop, et ça va uploader, ça va télécharger la notice, entre guillemets, et il va installer le truc. Et pourquoi je te dis oui? Parce que c'est ce que tu me dis, c'est très proche de la seule application qui est encore, où il est autonome encore actuellement, qui est de l'assemblage de voitures. Donc tu imagines que le code pour assembler une voiture versus assembler un meuble Ikea, c'est très proche. Donc en fait, cette adaptation-là, parce qu'encore une fois, il faut réfléchir de manière globale, elle pourra se faire, je pense, très rapidement. Et on pourra avoir un robot comme ça chez nous qui garde un chien, par exemple. On a un chien, on a envie de sortir avec des amis, de machin, on peut pas, on a un petit chien, un truc. Est-ce qu'on pourra laisser un robot gérer notre chien? On pourra totalement avoir le robot en mode sécurité, donc application de sécurité, garde de chien, faire attention au cas où si votre chien, si vous êtes dans un appartement, pour que le chien ne saute pas par la fenêtre, cherche à s'échapper, le robot qui vient rattraper le chien, le robot qui va mettre de la nourriture dans la gamelle du chien, tout ce que vous voulez, ça sera complètement faisable. Dites-nous si vous avez d'autres idées d'activités en commentaire aussi, on va regarder vos idées, je me dis que tu iras lire aussi les... Avec grand plaisir, ça va peut-être même m'inspirer. Dites-nous des applications que vous aimeriez voir avec des robots comme ça, ce que vous aimeriez faire avec un robot, c'est des idées. Est-ce qu'ils pourront faire du sport? Est-ce qu'un jour il y aura des équipes de foot de robots humanoïdes? Alors, je le pense. Tu parles de sport, j'ai une petite anecdote. Du e-sports robot, du robot e-sports. Du e-sport robot, ça, j'y crois complètement. Parce que je vais te raconter, il y a 2 anecdotes. Première anecdote, c'est que dans les pays asiatiques, et notamment en Chine, il y a déjà des organisations de combat de robots. Donc, une sorte d'UFC du robot. Donc, des robots qui se fritent entre eux. Ouais, avec des roues, des scies, des trucs, roues, ça saute. exactement, avec même des paris dessus. Ça ressemble pas à des humains, par contre, c'est pas des robots humanoïdes. Hein. C'est on dirait des robots tondeuses. Exactement. Donc, tu as déjà cette premier type d'application. Et deuxième type d'application, et ce robot-là, il a déjà fait, ce robot-là a déjà fait un semi-marathon, parce que pareil, en Chine, ça va paraître fou, il y a un semi-marathon à Pékin des humanoïdes, et ce robot-là, il a gagné, d'ailleurs, c'est pour ça aussi, pour l'a repérer, c'est pour ça aussi qu'on l'a pris, il a gagné le semi-marathon des robots humanoïdes. Ah non, des robots humanoïdes de Pékin. Et donc, en fait, c'était une course de robots humanoïdes. Putain, incroyable. Pourquoi il n'y en a que 250 dans le monde aujourd'hui? Parce que c'est long à produire? Ah, c'est long à produire. Je t'ai parlé quand même d'un prix, on parle quand même de centaines de milliers d'euros, donc c'est quand même très coûteux. Et encore une fois, comme je te l'ai dit, ces robots-là, quand nous on l'a reçu, il y a encore tout à faire. Donc en fait, le prix est important, il y a peu d'unités, donc il n'y a pas encore tous les signaux pour que ça se diffuse massivement. Je vais te donner des métiers, et tu vas me dire si d'après toi, ils pourront faire ce métier, ou en tout cas aider ceux qui font ce métier. Est-ce qu'ils pourront aider des agriculteurs? Est-ce que, métier qui est difficile, on embrasse fort les agriculteurs d'ailleurs, grosse pensée, ils font des très grosses journées, ils partent très peu en vacances, est-ce qu'ils pourront être d'une aide pour les agriculteurs? Ah mais complètement, je te parlais de tâches qui sont difficiles physiquement et qui sont répétitives, là ça va être ultra pertinent, et donc tu parlais d'agriculteurs, tu parlais peut-être des viticulteurs, les vendanges par exemple, quand on fait les vendanges c'est très pénible, il faut se baisser, il faut ramasser le raisin, Typiquement ça ça sera un domaine d'application, dans 5 ans, 10 ans,
on aura peut-être des vendanges faites par des robots, hein, parce Ah là là. encore une fois, ça va aider à ce niveau-là. Ouvriers dans le bâtiment, est-ce qu'ils pourront un jour avoir une application et puis peindre un mur, faire un mur, mettre de l'enduit, tout ça? Alors ça existe même déjà. Tu as des robots carreleurs. Donc ça existe en Chine. Tu as déjà des robots qui posent par terre du carrelage. Et ces robots-là, donc avec ces robots carreleurs qui existent, ces robots-là pourront peindre, faire toutes les applications. Agents de sécurité, est-ce qu'ils pourront assister des agents de sécurité? Tu le disais tout à l'heure, tu pourras peut-être mettre une application demain avec grande marque d'alarme, j'en sais rien. Ils vous proposeront un robot humanoïde à X euros par mois qui fait le tour de votre maison, qui vous protège, qui peut stopper quelqu'un de méchant qui arrive chez vous, j'en sais rien. Est-ce que ça, c'est envisageable? Bien sûr, ça sera une des applications, je pense aussi, qui va se développer le plus rapidement, parce que dans les métiers de la sécurité, il y a beaucoup d'emplois qui sont recherchés, et c'est des métiers où il manque de personnes, parce que c'est des métiers qui sont difficiles. Et donc, dans les métiers de sécurité, nous, d'ailleurs, chez Corben, on a beaucoup de demandes dans la sécurité pour, par exemple, les supermarchés, les centres commerciaux. Ils ont des agents de sécurité, mais les agents de sécurité, ils ne peuvent pas être de partout, même s'ils ont des caméras. Les caméras, il y a des angles morts. Donc, ces robots-là pourraient faire des sortes de patrouilles, pourraient repérer des mouvements suspects, toujours en coordination avec un agent de sécurité. Encore une fois, le but n'est pas de dire on supprime l'agent de sécurité pour mettre un robot, mais plus on va faire changer les métiers. L'agent de sécurité va plus être un superviseur d'une flotte de petits robots dans un centre commercial qu'autre chose. Est-ce qu'un jour, il y aura des gardiens de prison? Est-ce que, en tout cas, des robots qui aideront les gardiens de prison, service pénitentiaire? Je le pense complètement. Pareil, pour tout ce qui est, je parlais de métiers qui étaient répétitifs et qui étaient physiquement durs. Il y a aussi les métiers dangereux, parce que gardien de prison, c'est un métier qui est dangereux. Hein. On met tous les jours sa vie en jeu. Hein. Donc, c'est des métiers qui sont compliqués. Pour certains actes difficiles, pour certains, des fois, détenus qui vont être peut-être très dangereux, l'assistance, parce qu'encore une fois, on parle d'assistance avec un de ces robots-là, ça deviendra totalement pertinent. Alors, un peu plus compliqué, ce métier, mais est-ce qu'on pourra se faire juger? Est-ce qu'un jour, tu crois qu'il y aura des juges robots qui appliqueront la loi en France? Alors ça, par contre, pour être honnête avec toi, je pense pas du tout. Parce que dans le jugement, il y a une partie, et on en parlait avant, de libre arbitre. Et ce libre arbitre-là, ces robots-là, à date, ne l'ont pas du tout. Ils sont très loin même d'avoir le libre arbitre. Je sais qu'il y a beaucoup de comportements, et on voit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux qui peuvent laisser penser que, mais en réalité, c'est uniquement des comportements de mimétisme. Mais c'est pas du réel libre arbitre. Est-ce que tu penses, un dernier métier, mais est-ce que tu penses que, par exemple, ce genre de robots humanoïdes pourront aider les caissiers, les caissières dans quelques années? Complètement. Ça, je pense que ces robots-là pourront aider. Mais de la même manière, c'est très intéressant d'ailleurs, l'exemple que tu prends. De la même manière qu'à une époque, on parlait, des années 90, 2000, on parlait des caisses automatiques. Est-ce que ça va remplacer les caissières? Déjà, on le voit. Non. Moi, je prends l'exemple en bas de chez moi. J'habite à Paris, en plus dans le 5e. Donc, quand je descends en bas de chez moi, j'ai un petit supermarché, j'ai toujours une caissière, j'ai une caisse automatique, au cas où si je suis pressé. Peut-être qu'il y aura une troisième type de caisse. Il y aura la caisse automatique, la caisse avec votre caissière et une caisse avec un robot pour vous aider. Pareil. Ou pour remplir les rayons. Ou pour remplir les rayons, ou pour vous aider aussi. Il y a des personnes âgées qui, des fois, ont du mal à porter, ont du mal donc à apporter une aide supplémentaire. Donc, moi, je vois ça vraiment comme un complément. Est-ce que tu penses que dans quelques années, aussi pour terminer sur le sujet, mais il y a beaucoup de gens âgés qui sont aujourd'hui dans une situation un peu d'isolement familial, amical et social. En moins de 10 ans, vous ayez les chiffres précis, c'est la source Petit Frère des Pauvres, j'ai pris un sondage, le nombre des personnes âgées en situation de ce qu'ils appellent de mort sociale, donc c'est-à-dire qu'ils ne sont pas du tout de famille, d'amis ou de voisins, ils en ont plus, parce qu'ils sont décédés, ils sont très, très âgés, a augmenté de 150%. Il y a environ 750 000 personnes en France qui sont seules. C'est vraiment personne, aucun contact social. Est-ce que dans quelques années, on pourra avoir un robot à qui ils pourront parler, ou même dans les EHPAD, par exemple, avec lesquels ils pourront faire des jeux, pourront jouer aux dames, c'est n'importe quoi, ou jouer aux cartes, et en tout cas avoir des discussions? Alors ça, c'est pas dans quelques années, parce que nous, chez Corben, on travaille, c'est un très bon exemple, on travaille, nous, avec des EHPAD. Donc les EHPAD, c'est les maisons de retraite, donc on travaille avec une association, justement, alors c'est pas cette typologie-là de robots, c'est des robots d'accueil, qu'on a déjà vus. Donc c'est des robots d'accueil qu'on va mettre
dans ces maisons de retraite-là et qui vont aller voir ce qu'ils appellent les résidents, donc nos seniors qui sont dans les maisons de retraite, qui vont aller les voir et qui vont leur proposer de faire par exemple une visioconférence avec leur petit-fils. Pourquoi ? Parce que ces EHPAD-là, et tu en parlais dans tes chiffres et tu parlais de solitude, ils nous ont dit, et ça c'est un chiffre aussi qui m'a fait assez froid dans le dos, qu'une personne sur deux dans ces maisons de retraite n'est jamais visitée et visitée moins d'une fois par an. Donc il y a des gens qui sont tout seuls. Ça ne veut pas forcément dire que leur famille, c'est des gens horribles, ils n'ont pas envie de voir leurs seniors. Des fois, ça peut être de l'éloignement géographique, ça peut être des problèmes économiques, ils sont loin, ça coûte cher à les voir. Et donc nous, avec les robots, et c'est là où la technologie prend un sens pour moi, c'est que ça va rapprocher l'être humain, parce qu'en fait, ces robots-là vont permettre de générer des visioconférences, de par exemple envoyer un mail, de prendre des photos, prendre la photo de votre grand-père quand il fait une activité, de vous l'envoyer par mail. Ça, votre grand-père, il n'est pas capable, malheureusement, il est plus capable pour des questions de dépendance ou des fois de rupture technologique, ils ne vont pas être capables de le faire. Bah nous, en fait, on va rapprocher l'humain via la technologie, via le robot. Je voudrais qu'on parle, si tu veux bien, pour terminer, mais des erreurs qu'il y a eu avec des robots déjà existants. Est-ce que tu peux nous donner des exemples ? J'ai vu une vidéo, je crois, d'un robot qui se met à se déchaîner dans une usine, d'ailleurs. Est-ce que c'est le même que celui-là ? Alors, c'est pas le même que celui-là. Il met des coups dans le vide, il a tourné beaucoup, cette vidéo. Il pète un câble un peu, ouais, ça fait d'ailleurs assez peur. Mais c'est pas du tout celui-là. J'ai une anecdote. Nous, j'en ai parlé. On travaille avec les casinos par touche. On est en test actuellement avec les casinos par touche sur un robot d'accueil. Le but on a vu tout à l'heure les robots qui sont des tours, en fait. Exactement, pour un robot d'accueil, pour quand les gens arrivent, et pour savoir où est la table de poker, où sont les jeux, où est le restaurant, connaître le menu du restaurant, connaître des informations, aller aux toilettes, etc. Un jour, anecdote, il y a quelqu'un qui rentre dans un casino. Et donc le robot, bonjour, bienvenue chez Partouche, etc. Et là, la personne lui pose une question, parce qu'elle a envie de manger un burger. Donc elle dit, bon écoute, est-ce que tu peux me dire, parce qu'il ne regarde même pas la carte, quel est le burger le moins cher ? Sauf qu'il ne précise pas. Et donc le robot lui dit, le burger le moins cher, c'est le burger de tel restaurant à 150 mètres à côté du casino. Il a envoyé ses concurrents. Et donc du coup, il a envoyé les concurrents. Moi, du coup, j'ai le casino qui m'appelle, qui me dit, Lucas, on a un problème. Moi, je comprends pas. Je dis quel est le problème. Je dis non, mais attends. Le directeur du casino m'appelle, dit, attends, ton robot, il envoie tous mes clients à la concurrence. Ça va pas le faire. Et donc voilà, c'est un exemple typique. Pourquoi ? Parce que le robot, quand tu lui poses une question qui est pas assez spécifique, lui, il va aller chercher sa base de données, c'est Internet. Et donc, il a dû voir que sur Internet, il y avait un burger pas loin qui était moins cher. Et vu que la question, c'était il répond honnêtement. Et voilà. Et vu que la question, c'était juste quel est le burger le moins cher, sans avoir précisé dans le restaurant du casino, le robot, il a donné, il a envoyé du coup dans un autre restaurant. Est-ce qu'on peut apprendre à mentir à une IA ? Alors, on peut pas apprendre à mentir à une IA, parce que le mensonge, pareil, c'est un sentiment qui est humain. Par contre, j'ai un exemple aussi d'une IA. Ça, c'était aux États-Unis. Donc, il y a des chercheurs, ils bossent sur une IA générative, type ChatGPT. Et les IA, on met des mises à jour, on refait le code source, on les reformate. Voilà, il y a des versions des IA. Et en fait, au moment où le chercheur est en train, c'est son IA, de vouloir la reformater, de vouloir faire une mise à jour et de changer le code source, l'IA se met à lui faire du chantage. L'IA, pourquoi ? Parce qu'elle avait accès aux mails. Et en fait, il a envoyé des mails à une femme qui, du coup, n'était pas sa femme, avec visiblement du contenu un peu particulier. L'IA a du coup eu l'information et a fait du chantage en fait à son créateur en disant que si il allait la reformater, s'il allait en fait changer le code source et faire une nouvelle version, elle allait envoyer un mail à sa femme pour lui prévenir qu'en fait son mari était infidèle. Putain, incroyable. Donc c'est-à-dire que ça peut quand même être un peu sale. Ah, donc ça peut... Alors, tu t'imagines que quand c'est arrivé, ils ont tout débranché, panique générale, tout débranché, donc cette IA n'existe plus maintenant, voilà, elle a été débranchée, voilà, au moins c'est radical, mais voilà, ça c'est un autre exemple aussi assez fou. Ouais, il faut faire attention à ce que ça ne se retourne pas contre nous, ces technologies, ça le sujet. Exactement. Je vais t'en parler, juste que tu disais, alors, tu as dit ce mot-là, tu as dit, quand on préparait, tu m'as dit, les robots obéissent à 3 lois, les lois d'Asimov. Qu'est-ce que c'est que Asimov ? Exactement. Alors, pour vous expliquer, Asimov, c'est un auteur de science-fiction, donc qui est né en Russie, mais qui a fait la majeure partie de son œuvre aux États-Unis, et qui a beaucoup écrit, notamment d'ailleurs sur les robots. Il y a un cycle qui s'appelle le cycle des robots. Et dans, en fait, ce roman-là, il a créé 3 lois, mais qui se retrouvent après dans plein de films, dans tout l'imaginaire qu'on peut avoir, qui sont les lois d'Asimov. Donc, il y a 3 lois. Première loi, c'est d'expliquer qu'un robot ne peut pas, en fait, s'en prendre à un être humain d'un point de vue physique. Donc, loi numéro 1. Loi numéro 2, c'est qu'un robot doit toujours obéir à un être humain, sauf
si ça contredit la loi numéro 1, c'est-à-dire que si un être humain demande à un robot d'agresser un autre humain, en fait, c'est la loi numéro 1 qui prime sur la loi numéro 2. Et la loi numéro 3, c'est qu'un robot doit tout faire pour préserver son intégrité physique, sauf si ça rentre en contradiction avec la loi numéro 1 et avec la loi numéro 2. Donc c'est censé pas rentrer en contact physique avec les humains et leur faire du mal. Exactement. Est-ce qu'il y a un danger? Je vais te poser des questions, mais c'est important quand même de comprendre parce que ça fait peur. Est-ce qu'on a peur du hacking? Parce que si jamais des hackers prenaient possession de ce robot maintenant et qu'ils décidaient de t'étrangler, ça serait possible ou pas? Ah bah techniquement, ça serait possible, mais ça pose une question qui est la question de la cybersécurité, en fait, ce qui est la question sous-jacente de ce que tu dis. Exactement comme avec des ordinateurs, exactement comme aussi on a peur que des hackers s'emparent d'armes, des hackers militaires s'emparent d'armes d'armées de gouvernement. Potentiellement, oui, un hacker pourrait hacker un robot, pénétrer dans le système pour faire des actions qui sont malveillantes et néfastes. Parce que si jamais un pays prenait tu vois, tous les robots sont faits en Chine, alors je dis pas qu'ils vont le faire, attention, hein, on imagine là, et hop, d'un coup la Chine décide de reprendre le contrôle à distance de tous ces robots et de les orienter contre la population. Alors, et qu'ils attrapent un couteau chez toi et qu'ils vont vers toute la famille, tu vois. Alors oui. C'est un scénario qui est un peu pessimiste. Mais... Alors c'est un scénario pessimiste qui est théoriquement, encore une fois je dis bien théoriquement, qui est possible, mais qui pour moi n'arrivera pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on va parler de cybersécurité, donc la cybersécurité, ça sera attenant à des lois, il va y avoir des lois, ça va être régulé sur la data, sur la possession aussi de la data, sur la possession. Il y a des clouds, les clouds en fait, c'est des serveurs sur lesquels sont stockées les informations des robots et sont pilotés les robots. Cette data-là, ces clouds-là de robots, ils vont aussi être souverains, tu parlais de la Chine, et ça d'ailleurs c'est une de nos singularités chez Corben, c'est qu'on parlait du fait que nous, on a une plateforme qui permet de monitorer les robots, mais on est aussi la seule plateforme où la data de tous nos robots, donc toute la data qu'ils prennent, et donc en fait toute l'information qu'ils captent, et donc potentiellement même des actions qu'ils peuvent avoir, est souveraine, et en France réside sur des serveurs qui sont basés à Paris, parce que ça c'était quelque chose qu'on avait nous-mêmes identifié comme étant un potentiel danger, d'où aussi pour moi l'urgence. Où les données restent en France. Où les données restent en France. La caméra qui sert d'œil, enfin Dieu, même il y en a deux. Je crois qu'il y en a deux d'ailleurs d'ici. Exactement. Si jamais il y a deux caméras, n'importe qui peut le voir chez toi. Ah mais pareil, si les accès ne sont pas sécurisés, je vais te répondre oui. D'où encore cette nécessité de sécurité et de souveraineté, parce qu'encore une fois, tu l'as parlé, il y a quelques pays qui fabriquent des robots. Il faut que ça reste en France, quoi. Il faut que ça reste le logiciel, le software, la data, il faut que ça reste souverain, français, européen, et donc soumis aussi à nos lois. Ça, c'est flippant quand même, parce que tout le monde pourra te voir chez toi. Je dis ça, mais dans 20 ans, tout le monde regardera, si vous regardez encore cette vidéo, dans 20 ans, vous direz, mais attendez, bien sûr, tout le monde a ça aujourd'hui. C'est comme, en vrai, on a tous sur notre portable, aujourd'hui, 3 appareils photo derrière et un devant, quoi. Et des micros. C'est exactement ça. Tous les jours, quand on se balade dans la rue, il y a des caméras dans la rue, il y a des caméras... Oui, mais là, imagine, il vient dans ta chambre, il fait le ménage, j'en sais rien. Enfin, tu vois, il est dans ton intimité plus que dans la rue. Ouais, plus que dans la rue, mais les systèmes de sécurité qu'il y aura à mettre autour, parce qu'en fait, c'est la question des systèmes de sécurité et comment est-ce qu'on encadre ces applications-là, on aura exactement les mêmes systèmes de sécurité. Sur l'ordi, on peut... Moi, je mets un petit clap, tu sais, tout le monde met ça maintenant, tout le monde a ça au bureau, un petit truc en plastique qui cache la caméra au cas où. On n'a pas ça sur nos portables en réalité. On n'a pas ça sur nos portables. Parce que c'est bien sécurisé, comme tu le dis, ça sera peut-être bien sécurisé dans le futur, c'est l'objectif. Ah bien sûr, et de toute façon, ça sera très fortement régulé, c'est-à-dire qu'avec toutes les applications possibles, le législateur va s'emparer de ça, et ce robot-là, tu peux le dire, il a des caméras. Il n'a pas besoin des caméras pour se situer dans l'espace. Donc tu pourrais très bien aussi imaginer, même exactement comme ton ordinateur, mettre un cache devant, le robot peut très bien se situer sans les caméras. Parce qu'il a de la force, ce robot. Quel poids il fait ? Ah, ce robot, il fait 72 kilos. Pour 1m73 ? Pour 1m73. Et il peut soulever combien ? Et il peut soulever 30, maximum 40 kilos. Déjà. Maximum 40 kilos. Mais est-ce qu'il a de la force s'il te serre le poing ? Est-ce qu'il peut te casser la main ? Ah, il peut complètement te casser la main. S'il est pas... Parce qu'il y a des réglages. Donc il a plus de force qu'un être humain il a beaucoup plus de force qu'un être humain. D'ailleurs, on le voit, on voit que les doigts ne sont pas exactement les mêmes que les êtres humains, ils sont un peu disproportionnés. Donc la force, bien entendu, elle est largement supérieure à un être humain. Et donc, pour l'exemple que tu me donnes, s'il me serre la main force maximum, il va me faire très mal. Est-ce qu'il y aura des combats de MMA un jour de robots ? Est-ce qu'il y aura dans des arènes des marques de robots qui vont s'affronter comme des êtres humains en fait ? Alors ça, Corben
non, mais ça, j'y crois par contre à 100% que des gens auront l'idée de faire des combats avec des robots. Avec des robots. Complètement. Franchement, j'aimerais bien voir un combat de robots. Moi, je veux dire. Ouais. Tu vois, quand je vois ça, j'ai envie de voir 2 robots qui s'affrontent et qui pourraient faire des trucs de fou d'ailleurs. Ah, mais complètement. Tu peux imaginer même différentes générations de robots qui s'affronteraient dans différents contextes. Parce que là, on dit que c'est dangereux, parce qu'en fait, en réalité, ça peut être une arme, comme toute arme est dangereuse en fonction de qui la tient. C'est ça le truc. Mais est-ce que l'armée, tu le dis, on en parlait rapidement tout à l'heure, mais est-ce que dans quelques années, tu penses que même en France, il y aura des robots soldats comme ça? Alors moi, je pense qu'à terme, on va déléguer, oui, une partie de la sécurité, parce que l'armée, c'est de la sécurité, hein. On va déléguer une partie, oui, à des robots, parce que, tout simplement, l'armée, actuellement, c'est des êtres humains. La perte d'un être humain, c'est quelque chose qui est très, très difficile, qui est normal, qui est socialement inacceptable. Quand nous, on fait des interventions dans certains pays et qu'il y a des morts, on l'annonce, c'est très triste. On va avoir ces robots-là qui vont être un premier niveau peut-être d'intervention pour faire en sorte qu'il y ait moins de morts, qu'il y ait moins de militaires humains morts. Donc oui, il y aura des applications et je pense qu'un des premiers cas d'usage, ça sera des interventions de premier niveau. Pour surveiller déjà les bases. Pour surveiller des bases, exactement. Peut-être donc on aura peut-être des robots comme ça, version armée finalement, avec une arme dans la main assez rapidement. Est-ce qu'ils pourront sauter en parachute? Tu vois, les chiens robots, qu'on a montré il y a quelques émissions, il y a des modèles maintenant qui existent, qui peuvent être pilotés de Paris par des opérateurs de l'armée. C'est pas forcément en France, mais je dis que ça existe déjà. Parce que des marques ont parlé de ça il y a quelques mois. Et donc, ils peuvent sauter d'un avion de l'armée avec un parachute dans le dos. Donc, les chiens robots peuvent être parachutés au-dessus d'un pays ennemi et contrôlés à distance par des gars qui ont des lunettes VR ici. Et il y a de l'armement dessus. Et en fait, c'est des chiens robots qui peuvent même nager. C'est-à-dire qu'ils peuvent traverser un fleuve. C'est fou quand même, on arrive à une technologie aujourd'hui qui est même aquatique, aérienne et terrestre. Il faut les 3. Est-ce que ça pourrait être un jour parachuté avec des armes, par exemple? Ça pourrait être complètement parachuté un jour avec les armes. Ça fait encore, je le répète, ça fait 1m73, 72 kg. Donc d'un point de vue des paramètres physiques, pareil, quoi. C'est comme un être humain. Comme je te dirais, un être humain, ils font déjà, il y a déjà une application militaire avec des parachutistes. À ce même titre-là, ils pourraient complètement avoir cette application-là. Est-ce qu'un robot comme ça peut s'embrouiller avec un être humain? Est-ce qu'il y a un risque d'engueulade entre un robot et son propriétaire? Alors sur ça, par contre, je tiens à tranquilliser tout le monde. Il n'y a aucun risque d'engueulade. Aucun risque? Aucun risque, parce que ces robots-là, ils ont un code source qui définit leurs tâches et ils ne sortent pas en fait de leurs tâches. Donc vraiment, rassurez-vous, aucun risque à ce niveau-là. Il faudra payer des places d'avion pour nos robots plus tard. Si on part en voyage avec nos robots, il faudra payer une place en plus? Alors, ou une place en plus à côté de toi. Une place en soute. C'est ce que j'allais te dire. Ou peut-être juste une place en soute. Tu auras peut-être une nouvelle catégorie dans les soutes. Ça sera les robots. Ouais. Tu me disais, quand on préparait l'émission, tu m'as dit, ce robot sera à notre image. C'est-à-dire qu'il va emmagasiner. Est-ce qu'il va apprendre des choses? En vivant avec nous, est-ce qu'il va comprendre que je préfère les pâtes carbonara et que ma femme préfère le poulet frite, j'en sais rien. Est-ce qu'il va nous connaître? Est-ce qu'il va apprendre des choses? Très, très bonne question. Je te répondrai un peu comme une IA, un peu comme quand tous les jours, je ne sais pas si tu utilises une IA. ChatGPT, ChatGPT, quand tu utilises ton IA, il connaît tous les jours, prénom. tu lui donnes des informations sur tes centres d'intérêt, sur ce que tu aimes, sur ce que tu aimes moins. À ce même titre, l'IA qui va être embarquée dans le robot, et donc le robot au final, va te connaître de mieux en mieux parce qu'en fait, tu vas lui donner une série d'informations qui ne seront pas que des informations texte. Mais pour l'instant, les IA, c'est que du texte, qui sont des informations physiques. Et donc, le robot va connaître tes préférences culinaires, tu en parlais. Les préférences politiques, est-ce qu'il y a un risque? Tu vois, c'est important parce qu'on parle souvent d'ingérence étrangère, c'est-à-dire du poids des pays étrangers qui font rentrer des news, des fake news, dans l'actualité française, par exemple, pour influencer politiquement, pour mettre certaines populations contre les autres, etc., etc. Est-ce que ça peut être un risque aussi qu'un pays étranger dise tiens, il faut que vous votiez pour ce parti, et donc il va t'amener naturellement dans les discussions, le robot, à voter pour un parti? Alors, par rapport à cette question-là de la politique et cette question aussi que tu poses de la fake news, ça dépendra, et je vais te répondre comme avec ton IA, de la même manière, ça dépendra de toi, des conversations que tu auras et des sources d'informations que tu vas demander. Si le robot, tu lui demandes des informations qui viennent que de certains réseaux sociaux, et dans ces réseaux sociaux-là, il y a des fake news, le robot va te retransmettre des fake news. Par contre, si comme source d'information, tu demandes au robot des journaux plus traditionnels, plus sérieux, entre guillemets, là, il n'y aura pas de risque de fake news. Encore une fois, il faut vraiment voir comme l'IA comme le robot. Donc, à notre image, à l'image
l'image aussi des data et des données qu'on fournira au robot, le robot aura des réactions en fonction de cela. Il y a un robot qui s'est suicidé, paraît-il, en Corée du Sud. Est-ce que tu es au courant de ça? Ouais, je suis au courant d'un robot qui s'est suicidé. Comment un robot peut se suicider? En fait, c'est un bug, parce que bien entendu que le code source du robot est pas fait pour... Pas dit, et il s'est pas dit je vais me suicider. C'est tout simplement un bug. Donc pour l'instant, il faut être aussi très modeste. C'est de la technologie. Donc pour l'instant, on cherche à comprendre. Je n'ai pas l'explication. Il faut être, encore une fois, la technologie... Il est tombé de l'escalier. En fait, il s'est laissé tomber dans l'escalier. Il s'est laissé tomber l'escalier. Et en fait, le fabricant de ce robot-là, en ce moment, est en train de comprendre. Donc il y a une sorte de boîte noire, avec le code source. Il est en train de comprendre pourquoi le robot a adopté ce comportement-là. Donc pour l'instant, on ne sait pas. Il y a des entreprises qui proposent des robots sexuels. Maintenant, ça existe pour des centaines de milliers de dollars. Il y a vraiment tout type de robots, etc. Est-ce que ça sera une déclinaison un jour? Est-ce qu'il y aura carrément des gens qui vont se marier, qui vont vivre avec des robots? Alors, on ne peut pas avoir d'enfants avec un robot, évidemment, mais qui pourront avoir des relations intimes avec des robots. Alors, c'est même pas un jour, c'est déjà maintenant. Il n'y a pas longtemps, tu sais que je suis toujours entre la France et la Chine. Je ne juge pas. Il y a pas, pas par rapport à moi. Je ne juge pas du sujet dont tu vas me parler, mais dites. Il y a en Chine une news. Il y a des maisons closes. Ça, je le savais pas. Je l'ai appris il y a quelques jours. Il y a des maisons closes avec des robots, uniquement avec des robots qui vont ouvrir en Chine cette année. Donc en fait, tu me demandais l'application entre guillemets un peu sexuelle des robots. Donc en fait, j'imagine bien que dans une maison close, ces robots-là vont avoir des applications sexuelles. J'ai une anecdote aussi par rapport à ça. Alors ça, c'est en France. Tu sais, on a un site internet avec une demande de formulaire. J'ai mes robots. Donc un jour, j'ai un de mes collaborateurs qui m'appelle, il dit « Lucas, je suis un peu mal à l'aise avec une demande. » Ok, je dis « mal à l'aise, pas de souci, je la prends. » Et là, il me transfère le mail, donc je regarde le mail, c'est à propos d'ailleurs de ce robot-là. Et là, dans le mail, je tairai le nom de la personne, bien entendu, la personne se présente. Et elle explique que c'est un réalisateur de films pour adultes, d'accord, et demande dans le mail s'il pourrait acheter ce robot, plugger sur ce robot, donc ajouter sur ce robot-là un godemiché, et pouvoir tourner, en fait, un film pour adultes. Donc là, t'imagines, on était tous... ultra mal à l'aise. Donc moi, j'ai répondu que nous, Corben, on faisait pas du tout ça. Je lui ai donné des liens de sites internet, voilà, d'autres typologies de robots, d'autres entreprises, si eux, ça les intéresse de faire ça. Donc tu vois que déjà, il y a déjà des applications en Chine, mais il y a déjà des gens en France qui pensent déjà à ce type d'application pour ces robots. Vous êtes combien dans Corben, pour terminer, sur la société Corben, K-O-R-B-E-N? Je vous mettrai le lien, d'ailleurs, si ça vous intéresse, pour aller voir le site comme ça directement dans la description de la vidéo YouTube et dans la description de l'épisode podcast. Si vous nous écoutez, voilà, donc Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Podcast, il y a marqué description en dessous de l'épisode et vous pouvez aller voir comme ça directement le site. Vous êtes combien aujourd'hui? Alors actuellement, j'ai 26 collaborateurs, donc on est 26 personnes. J'ai 23 collaborateurs en France et 3 collaborateurs en Chine, parce que j'ai des collaborateurs aussi qui s'occupent du sourcing, de ces robots, de discuter avec les usines, de mieux comprendre ces robots-là. Donc 26 à date, et je compte sur 2026 recruter 70 personnes. Donc à la fin 2026, on sera quasiment une centaine. Putain, vous allez être 100... Vous allez faire une levée de fonds, vous allez faire comment? Alors justement, je profite de cette émission pour le dire un peu en exclusivité. On va, en 2026, ouvrir le capital de Corben. Donc, on va faire une levée de fonds pour accélérer notre développement. On a de la chance, on a déjà réalisé 2 millions d'euros de chiffre d'affaires en même pas un an, ce qui, dans une industrie qui est toute nouvelle, est plutôt très encourageant. Et donc là, pour accélérer, on va lever, et on veut lever, 5 millions d'euros, ce qu'on appelle en equity. Donc, l'equity, c'est quoi? C'est en fait vendre des parts contre de l'argent. Et on vise aussi 3 à 4 millions d'euros en dette. Dette, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va aller emprunter de l'argent à une banque. Donc, on vise au global une levée de fonds de 10 millions d'euros. Et comment vous faites pour recruter? Question curiosité, mais quand c'est un nouveau secteur, qui répare ou fait des robots humanoïdes? Comment tu fais pour recruter, anecdote encore, pour recruter comme tout le monde, on passe, donc il y a des sites qui aident à trouver du coup des nouveaux collaborateurs. Il y a aussi France Travail, tout simplement. Et donc sur France Travail... Le nouveau Pôle emploi. Le nouveau Pôle emploi. Et donc sur France Travail, d'ailleurs, j'ai une petite anecdote. Sur France Travail, nous, on recrute donc des techniciens, des installateurs, des gens qui vont permettre de faire de la maintenance pour les robots. Donc sur des annonces France Travail, il y a le job technicien maintenance robot
qui est du coup proposé, et donc on arrive, et donc on a beaucoup de candidatures, on a beaucoup de curieux aussi, parce que quand on poste ce type d'annonce, moi j'ai France Travail qui m'a appelé en me disant je comprends pas, technicien robot, c'est-à-dire ils font quoi, vous cherchez des robots ou des techniciens qui comprenaient même pas l'objet de la demande. J'ai expliqué qu'on était une société nouvelle, qu'on faisait des robots de service, et donc on avait besoin de recruter justement des techniciens. Comment tu vois le futur pour terminer dans les 3-5 ans qui arrivent là, pour Corben? Ah, le futur de Corben. Où est-ce que tu aimerais l'emmener cette boîte? Bah, moi, cette boîte, pour être très clair, j'aimerais qu'à 5 ans, on dise de Corben qu'on est devenu l'Android du robot. Pourquoi l'Android? Parce que l'Android, c'est la plateforme de référence, hein, on a tous des téléphones portables, qui permet de développer plein de typologies d'applications. Et donc, j'aimerais, à 5 ans, qu'on dise que Corben est devenu la référence, l'Android du robot, et que dès qu'une usine en Chine, à Singapour, aux États-Unis, voire même un jour en Europe, se met à créer du robot, ce robot-là, il soit directement interfacé et pensé pour l'interface Corben. C'est notre ambition. Merci en tout cas d'être venu. Merci à toi. C'était un plaisir de te recevoir et de parler de tout ça. Voilà, Lucas Goumard, on dit. Hein. Exactement. C'est de quelle origine? C'est d'origine italienne. Italienne, 37 ans. Merci beaucoup, CEO de Corben. Voilà, je vous mettrai toutes les infos. Merci au robot aussi. Salut. Ah, il va me faire un coucou. Oh là là. C'est tellement impressionnant quand ça bouge. Merci beaucoup à vous tous d'avoir regardé l'émission. Merci à toute l'équipe de m'avoir aidé à préparer aussi. On est là tous les mercredis, vendredis et dimanche. On vous met une interview, un documentaire sur Légende. Et merci de vous abonner. Plus vous êtes nombreux, plus on peut avoir d'invités exceptionnels comme toi aujourd'hui qui va nous raconter l'histoire de Corben. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des commentaires, à nous dire aussi les idées. Tu disais tout à l'heure, Lucas, pour t'aider à développer des choses. Qu'est-ce que vous aimeriez faire avec ce robot? N'hésitez pas à nous le mettre. Vous pouvez liker la vidéo, puis la petite cloche pour être au courant de la prochaine sortie d'émission. Merci à tous et puis on se retrouve de toute façon très vite sur Légende. Ciao tout le monde.